Salut à toutes, salut à Salut. tous, c'est Boris pour Rue du Jeu, je suis avec Sylvain, l'ami Sylvain Baudet qui nous vient de Suisse et qui est ici Rue du Jeu en Belgique. Exactement, Qu'est-ce pour que ça tester. fait d'être dans cette pièce mythique que le monde nous envie finalement? Eh ben ouais, c'est comme un étudiant qui va au musée. Il part voir les vieilleries, C'est ça, les vieilleries dans en les meubles. pèlerinage. Ouais. On est ensemble, on vient de faire un marathon jeu de 3 jours là, à la fin octobre. On est relativement fatigué, même si ça va, on a Ça tenu va. le choc. Le On jeu est notre carburant. Ça On nous a est été plus assuré. frais que quand on a tourné la vidéo de Essen le Ouais, jour 3. c'est quand clair. même. Donc on a dormi un peu dessus quand même. Ouais, vous avez déjà pu voir Sylvain dans la 3e vidéo dédiée à Essen. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est ce que je fais un petit peu après chaque marathon. C'est l'occasion, bah voilà, on a joué à plein de jeux sur plein de jours. Qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce qu'on retient? C'est un moment où il y a du monde dans tous les sens, où on vit des émotions ça assez fourmille. fortes. Ça enchaîne les jeux, il y a parfois plusieurs tables en simultané. Et c'est important de partager tout ça avec vous et de vous dire les moments forts, en sachant qu'il va à la fois y avoir des jeux très obscurs, il va y avoir des nouveautés, il va y avoir aussi pas mal de vieilleries. Vieilleries, ouais. Donc de tout. voilà, on est Mais sur très bonne découverte. voilà, au on est final. sur un format Ouais. beaucoup plus à la cool, beaucoup plus détente et un petit peu fourre-tout que les critiques de la pile qui sont structurées. Et voilà, on va passer ce petit Moi je moment viens avec pour vous. les vidéos chaotiques en fait. C'est clair. On est parti. Comme d'habitude, s'il y a des jeux qui vous intéressent dans cette vidéo, vous pouvez faire un tour chez l'ami Cédric, goldenmeeple.be, la boutique partenaire de la chaîne. Carrément. Et puis, si vous voulez soutenir la chaîne, un like, un commentaire, un abonnement. Et si carrément vous voulez mettre la main au portefeuille, ko-fi.com/rue du jeu pour voir les vidéos en avance, participer à la tombola, ce genre de choses. On est parti, Sylvain, t'es chaud? Allez, let's go. Alors, Sylvain, t'as fait le trajet depuis la Suisse par tes propres moyens, en bus. En Flixbus, de nuit. Et 10 donc, heures. t'es arrivé tout frais, tout frais, aussi frais qu'on puisse l'être après un trajet en 10 bus heures de de 10 nuit. heures. Et nous, on a commencé sans toi, et c'est cocasse, on jouait justement à bus. Pendant que tu étais en train, toi, d'être perdu dans les transports en commun liégeois, qui sont, perfectibles. Ce qu'ils sont. Ouais, Qui sont ce ouais, qu'ils c'est sont. con. Alors, Bus, c'est un jeu de chez Splotter, c'est un de leurs plus anciens. Donc Splotter, cette maison d'édition assez mythique chez les geeks du jeu de société, parce qu'ils ont des jeux très denses, Néerlandais, très non? interactifs, ouais, maison d'édition néerlandaise, Mm. très pointus, très chers aussi, parce qu'ils sont tirés à peu d'exemplaires. Bus, c'est un jeu Réputation de jeu d'éditeur de jeux de niche un peu. Exactement, mais c'est totalement ça. Mm. Et pourtant, Bus, c'est un de leurs plus accessibles. C'est un jeu de 96, 97 par là, qui a été réédité chez Capstone Games. Et c'est un jeu presque de pick-up and delivery, mais pas de matériaux, mais de personnes, d'humains, qu'on va emmener de la maison au travail, du travail au pub, et puis du pub à chez eux. Donc ils ont une routine métro, bistrot, dodo. Et on va... non, pas du tout. Métro, boulot, bistrot, un truc comme ça. Et on va devoir essayer de construire notre réseau et d'optimiser nos trajets. C'est 2 pages de règles. C'est hyper épuré. Et on a 20 actions pour toute la partie. Et c'est de la programmation. Tu places tes marqueurs d'action. Tu dis... Ah, je veux étendre mon réseau. Ah, je veux gagner un bus en plus pour avoir un peu plus de pouvoir, de force pour faire transiter le plus de personnages possible. Je veux amener des nouveaux passagers à la gare pour en profiter et les emmener dans mes trucs. Je veux placer des nouveaux bâtiments sur la map. C'est hyper interactif. T'es tiraillé en permanence. Si tu fais cette action-là, quelqu'un d'autre va te passer devant pour ce truc-là. L'ordre du tour est hyper important. Il y a un twist de fou qui est qu'à un moment, tu peux prendre une time stone, une pierre du temps, qui va faire que en fait le temps ne va pas s'écouler. Donc normalement c'est une manche, ils vont de la maison au boulot, après ils vont du boulot au bistrot, etc. Mais si tu prends une time stone, tu dis ça reste ce tour-ci. Pour tout le monde. Le tour Ça a un pour tout le monde. impact Le tour d'avant, il voulait aller au bistrot, ce tour-ci il retourne au bistrot. Alors les mecs J'adore restent là, ça casse toute la dynamique, tu peux complètement pourrir la programmation de tes adversaires, mais c'est cher parce que tu vas mettre une action là-bas et t'auras moins 1 point de victoire. Et dans ce jeu, j'ai gagné avec 10 points de victoire.
Ok. Donc voilà, -1 et perdre une action, c'est énorme. J'aime bien ces jeux où tu gères le timing, comme dans Tzolk'in, tu sais. Ouais. Où Oui, tu c'est peux, fou. accélérer le temps, ou tu vois, ralentir le temps. Je trouve que ça rajoute un espèce de take that que tu peux faire sur les autres qui met de l'imprévu. Oui, C'est non, cool, mais ouais. c'est génial parce qu'en même temps, quelqu'un peut y aller et il est pas obligé de prendre la time stones, donc il peut juste te mettre la pression et est-ce qu'il va le faire, est-ce qu'il va pas le faire. Ouais. C'est fou. T'as 20 actions sur la partie, quand t'as grillé toutes tes actions, tu regardes les autres jouer. Ça va s'arrêter que quand il y a plus qu'un seul joueur qui a des actions. Ok. Donc là, on a joué à 3, qui est une bonne config, je pense, pour découvrir, même si le jeu est plus optimisé à 4. Vous avez joué en combien de Les temps? puristes diront 4 joueurs. Une C'est heure, très rapide, c'est 1h10 en 10, découverte, ouais. quoi. Ah, c'est bien. Non, j'ai adoré ce jeu, ça me correspond très bien. Des règles très épurées et tout le côté expert, parce que c'est un vrai pur expert. Et dans comment tu vas planifier tes trucs, la lecture du jeu et tout. On a fait plein d'erreurs, il y a plein d'actions qui ont été jetées à la poubelle, ce qui est gravissime Normal. quand on a que 20 sur la partie, mais c'est sur une normal. première partie. Et ça nous est arrivé un peu à tous. Et au pire, voilà, comme c'est assez rapide, c'est pas grave. Mais c'est ce genre de jeu où tu peux te foirer. Mais en même temps, c'est tellement pur dans la mécanique, c'est tellement de ta faute si tu t'es foiré. Il n'y a pas de hasard, rien du tout. Que voilà, c'est ce genre de jeu où les joueurs font le jeu. Et moi, j'ai adoré et j'ai très hâte d'y revenir. Donc une bonne vieillerie. Une très très bonne vieillerie qui là a été rééditée au goût du jour, quoi, avec un beau matériel et tout ça. On a enchaîné avec un Tower Up, et ça, tu peux nous dire ton avis, parce qu'on en a refait une avec toi sur le week-end après. Donc Tower Up, moi, qui était une de mes attentes d'Essen, mais que j'ai pas récupéré sur le salon, je l'ai récupéré par après. Jeu français, premier jeu retail de Monolith, jeu français mais par 3 auteurs suisses, hein, les Lartinchons, et qui moi... Toi, ça t'a plu, non? Moi, ça m'excitait parce que ça me donnait des vibes de Métropolis, parce qu'on est sur une carte, on construit des buildings, et c'est Sébastien Pochon en partie aux manettes. Ouais. Ça n'a rien à voir, en vrai. Rien à voir, ouais. Mais c'est pour moi un excellent jeu familial, très rapide, une demi-heure, avec une bonne profondeur, une bonne interaction. Il se passe des choses, c'est hyper fluide. À ton tour, soit tu prends des ressources, des blocs pour les poser après sur la map, soit tu construis, et tu vas être obligé de te mettre adjacent, et tu vas devoir payer pour tous les bâtiments qui sont adjacents. En même temps, tu peux profiter des bâtiments qui sont adjacents pour t'augmenter sur des pistes qui vont être ton scoring. Moi, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que toi, t'en as pensé? J'ai pensé que, bon, c'est inévitable que tu as toujours envie de le comparer à Metropolis / Skyrise, mais je pense qu'il faut pas le faire. Parce non, que ils jouent pas dans la même cour. Ouais, c'est pas du tout la même cour. En termes de profondeur, on compare un océan avec un lac. Hein. Oui, mais je trouve que dans les choix, il y a quand même des quand trucs même assez petit techniques, peu, il y a une gestion du tempo, tu peux te fermer certaines zones, faire en sorte que les autres puissent pas revenir, et donc il y a vraiment... Mais c'est très opportuniste, c'est un jeu opportuniste. Voilà, il faut que tu composes avec ce que tu récupères comme ressources, parce que justement en Metropolis, t'es complètement libre d'utiliser ce que tu veux pour enchérir, alors que là, tu récupères les cubes, t'as 3 cubes noirs, un cube blanc, bah il faut faire avec. Et si t'avais envie de faire un marron et qu'il y en a pas qui tombent, ben faut t'adapter. Donc il y a quand même ce côté-là qui fait redescendre quand même pas mal de niveau, la profondeur et tout ça. L'interaction, elle est là. Elle est là quand même. Moi, je trouve qu'elle est là, ouais. Mais il y a des courses sur les objectifs, tu dois vraiment repérer ce que font les autres. Oui, il y a un peu de course sur les objectifs, ça c'est vrai, même carrément. Le blocage, je l'ai pas trop senti sur la partie qu'on a fait. Je trouve qu'il y avait toujours moyen de se positionner plus ou moins. Des fois, tu faisais un petit coup, clac, clac, tu te mettais à un endroit, les autres pouvaient plus revenir. Mais c'était plus sporadique que sur un Metropolis, encore une fois, où là, t'es constamment en train de te dire, il va se mettre là, je vais le bloquer, je vais faire ça. Oui, c'est ça, je pense qu'il faut arrêter de les comparer, mais que pour autant... On fait que ça, on fait que mais pour autant, moi, je trouve le jeu, il me plaît. Et en fait, on avait beau en avoir fait déjà 2 parties, il y a plusieurs fois sur le week-end où j'ai eu un instinct de dire « Ah, on est 3, on est 4, on a une demi-heure, viens, on fait un Tower Up. » C'est vrai. T'as mis ton veto parce que voilà, t'es moins fan du jeu que moi, je pense. Mais moi, je pense il va sortir vraiment comme un réflexe, et ça va être un nouveau jeu automatique, parce que j'y prends du plaisir, il est tout de suite mis en place, il y a un insert qui est bien foutu et tout, le matos il y a beaucoup de plastique quand même. Il y a beaucoup de plastique malheureusement, écologiquement c'est un peu dommage, mais... C'est tout en plastique, je comprends peut-être qu'en bois ça aurait coûté beaucoup trop cher, encore je sais pas si on empile des petits trucs en bois, mais là c'est vraiment c'est plastique cheap, et il y en a beaucoup. C'est vrai, c'est dommage, mais
il fonctionne visuellement parce que tu peux être plusieurs fois dans un bâtiment et les petits socles à ta couleur se voient quand ils sont recouverts, etc. Mais ça a moins d'identité qu'un Medina, par exemple, en termes de on- bois que tu mets, Bien tu sûr, vois, on de va sensations, en quoi. reparler Bref, de Medina après, mais ouais, donc moi, personnellement, hyper convaincu, pas déçu. Du coup, Medina, pour moi, c'est un jeu qui est assez opaque et déstabilisant, malgré des règles simples. Pourquoi opaque? Parce que on a du mal à déterminer la valeur des bâtiments et des choses en première partie, donc on avance à tâtons, on sait pas trop quoi faire, et du coup le jeu donne une fausse idée d'accessibilité, alors que c'est quand même assez difficile. Par contre, une fois le premier quart de partie passé, on commence vraiment à comprendre la mécanique de jeu, et vraiment tout le monde s'y prête, parce que c'est quand même un jeu qui est foncièrement méchant. Et du coup, ça a bien plu. On a refait une partie là, à 3 joueurs, où tout le monde s'est éclaté. Anna s'en est donné à cœur joie pour me défoncer, en essayant de me bloquer un maximum. Voilà, un bon jeu à l'ancienne, mais qui vraiment a beaucoup plu. Et on a enchaîné avec Tigre et Euphrate et on a retrouvé un peu des sensations comme ça. Ensuite, t'es arrivé sur les coups de midi et demi. Et là, bam. Et là, bam, je plie. je te plie directement. Pas de choix. T'étais là, est-ce que je vais prendre ma douche ou est-ce que je vais faire un jeu de pli? Et puis le choix c'est on a vite fait un jeu de pli direct. Ouais, Our Room, qui est arrivé chez Gigamic en version française. Jeu de pli en 2 contre 2. On peut jouer à 3, mais faut pas le faire. C'est vraiment un jeu qui est vraiment prévu pour le 2 contre 2 dans la dynamique. Must not follow. Donc on ne peut pas jouer une couleur qui est déjà dans le pli. Précédemment dans le pli. Et un jeu où thématiquement on est des alchimistes, on essaye de faire de l'or et on va essayer de faire respecter son pari. On va faire un pari avec notre partenaire sur le nombre de plis qu'on va faire. Pari qu'on va pouvoir modifier si on dépense ces précieux ors. En même temps, ces ors, ils fonctionnent comme atout et on a envie de les garder aussi parce que ils nous font des points de victoire. Moi, je trouve que c'est un jeu, j'en avais déjà fait plusieurs parties sur la version originale. Là, j'y rejoue en version française, ça change rien, c'est le même jeu. Mais c'est un jeu qui, à chaque fois, fait mouche. Je trouve les jeux en 2 contre 2, il y a toujours une magie particulière qui s'en dégage. Il y a des remontadas possibles. Là, quand t'as ce moment où les deux équipes atteignent leur pari. Oui. Et où chacun dit, bon, bah maintenant, plus personne veut faire de pli. Mais il y en a forcément. Et il y en a forcément une qui va en exactement. faire une. T'essayes que ça se termine, mais t'y arrives pas. Et puis alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que t'essayes de dépasser ton pari, de faire plein de plis parce que tu feras quand même des points, même si t'en feras un peu moins? Est-ce que t'essayes de couler les autres? Est-ce que tu dis, tant pis, je craque un or, on change notre pari? Il y a quand même une méca importante que tu n'as pas dit, c'est le fait que le joueur qui a aussi joué la valeur la plus basse Tout à ramasse un l'or. atout. Donc ouais, t'as une tension. Aussi des points de victoire. Donc il faut pas non seulement être premier à remporter le pli, mais il faut aussi se positionner comme étant dernier pour ramasser des atouts et faire des points. Et on peut très bien gagner en faisant dernier tout le temps et en prenant, énormément d'or et de points de victoire. Donc il y a vraiment ce duo à gérer en permanence avec son coéquipier. Est-ce que tu prends la plus haute? Moi je me mets sur la plus basse. Ça c'est le scénario idéal. Ouais, exactement. Donc ça, c'est quand même vraiment unique aussi. Les égalités sont cassées par l'or du tour, donc t'es jamais complètement certain que ton 10 il va l'emporter. Quelqu'un d'autre peut rejouer un 10, peut jouer un or, décider de te prendre le pli, de casser la tempo. Je trouve ça passionnant. C'est un jeu de pli à la fois pas évident à prendre en main, et en même temps le jeu te donne les clés pour y arriver, parce que tu commences la partie avec un or, donc tout le monde a un atout dès le début s'il veut. Tu peux changer ton pari si tu t'es foiré sur ta première manche, c'est pas grave. Et dernier élément, si jamais t'es vraiment mené au score de fou, c'est pas grave, ça se joue en 2 manches gagnantes, et on garde pas les points d'une manche à l'autre. Donc même si tu t'es pris une tôle sur la première manche, tu peux revenir. C'est pas Tichou, ou si tu t'es pris 500 à 0, t'es dégoûté, quoi. Vrai, donc voilà, à la fois pas évident à prendre en main, et en même temps accessible par l'espèce le mode que le jeu met en place pour te donner des clés dès le début. Donc moi je le conseille vraiment, et même si vous connaissez pas le pli, le fait que ça soit must not follow, etc.,
C'est assez frais pour des gens qui n'ont C'est ça. pas l'habitude de jouer aux jeux de pli. Ça, tout de suite, tout est nouveau, donc Je pense c'est aussi. quand même vraiment intéressant. J'ai quand même une préférence pour Yokai Septet qui va Oui, sortir chez qui va Matago sortir en l'an version prochain. française, ouais. Mais ça reste une très bonne pioche. Ouais. Ensuite, nos partenaires de jeu nous ont quittés, on s'est retrouvés en tête à Lâchement. tête, voilà. Dès le vendredi. T'as pu te poser, prendre ta douche, et on était frais pour enchaîner des jeux à deux. On a fait un Senavalo, dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo sur les retours à chaud d'Essen. Donc un jeu de OD, un des deux co-auteurs, et de La Granja et de Plantanubo. Un jeu avec une construction de tableau de cartes, et la méca centrale du jeu, c'est ce système de fixation des prix à la Isle of Skye, où on va avoir en permanence 3 cartes dans notre display au-dessus de notre plateau, qu'on peut soit acheter nous, soit c'est notre adversaire qui va pouvoir l'acheter. À chaque tour, on va acheter une carte, et le rythme du jeu est assez effréné, parce que tout le temps, il y a de nouvelles cartes qui arrivent, on en ajoute des nouvelles à notre tableau, etc. Et à chaque fois qu'on récupère une nouvelle carte de notre display, on fixe le prix. Et on va devoir faire épisodiquement attention à quel prix est-ce que je mets, est-ce que mon adversaire veut l'acheter ou pas, est-ce que je mets plus de ressources pour qu'il ait du mal à l'acheter, mais en même temps c'est des ressources que moi je perds, si je les mets en prix je les récupérerai pas. Si mon adversaire l'achète, il va me donner les ressources que j'avais déjà mises en prix, et je double ma mise quelque part, donc ça peut être intéressant aussi. Au-delà de ça, après, c'est de l'activation de colonnes à la Deus. Quand tu récupères une carte, t'actives toute la colonne. Toute la colonne. Qu'est-ce que t'en as pensé? Je pense que t'étais relativement mitigé. Je sais pas trop comment me positionner. Moi, j'ai pas trop l'habitude de jouer des jeux de Odd. J'ai joué qu'à Plantanubo, où il y a un peu des feelings similaires, à la fois en termes de thématique, un peu post-apo, naturel, je ne sais pas trop quoi. Oui, ouais, c'est une espèce de ferme steampunk où on voilà, fait des livraisons avec des donc drones. Le thème est éclaté. C'est assez similaire et un peu dans le feeling. Moi, j'ai pas, contrairement à toi, j'ai trouvé que l'interaction, fixer les prix, oui, on regarde un peu ce que l'autre a pas comme valeur, et puis on met pour le bloquer. On est quand même le nez dans son tableau. Mais on est quand même vraiment le nez dans son tableau à essayer d'optimiser son machin au milieu. J'ai quand même bien aimé le fait qu'on n'a pas les ressources illimitées, il y a une limite de stockage. Oui. Un petit peu comme Plantanubo d'ailleurs, c'est pareil, les plantes, on peut pas en mettre autant qu'on veut. Donc il faut vraiment arriver à gérer son stockage en plus de ses ressources pour vraiment bien faire les actions et les optimiser. Je trouve que le jeu se joue bien, ça plaira aux gens qui aiment bien faire des casse-têtes semi-solo, on va dire, pas solo quand même, parce que comme tu l'as dit, il y a quand même des trucs. Il y a quand même un ping-pong qui est intéressant, voilà. Je trouve. Mon gros questionnement, c'est la rejouabilité. La rejouabilité, ouais. Autant un Plantanubo qui est plus dense, c'est quand même plus dense, Plantanubo, j'ai trouvé. Je trouve qu'il y a plus de rejouabilité dans les manières de faire. Autant là, franchement, je referai une partie, je ferai quasiment à peu près la même chose. D'ailleurs, on a un peu tous fait la même chose. On a fait une colonne un peu plus que les autres, mais on a quand même fait pas mal de lignes parce que ça fait des bonus. On a à peu près libéré les mêmes choses. Il faudrait faire une partie, je pense que tu en feras plus tard, pour tester la stratégie des pierres, voir si c'est rentable ou pas, ou si ça reste juste quelque chose d'anecdotique pour dépanner. Mais si la stratégie pierre, les pierres magiques, là, qui sont des ressources pas un une peu stratégie joker, viable, on se retrouve tous quasiment à faire un peu la même chose, et donc la différence de jeu à la fin se fait sur la finesse de trouver les bonnes cartes au bon moment, de faire le tempo, de faire la bonne livraison juste avant l'adversaire pour gagner les bonus, les quelques points bonus en plus. Mais globalement, ça devient peut-être un peu répétitif. Oui, mais le jeu est peut-être un poil long pour ce qu'il est. Mais moi, j'ai fait que 2 parties pour l'instant, mais les deux m'ont donné quand même un feeling différent. À voir sur le long terme. Peut-être que le jeu va complètement s'effondrer, s'essouffler au bout de 5 parties. Ouais, peut-être que je vais y voir de nouveaux trucs que j'ai pas encore vus, etc. Franchement, pour l'instant, moi, je suis quand même plutôt positif. Mais encore une fois, un peu de retenue, je veux pas crier au génie, ça va peut-être vite faire c'est pouf, quoi. Pas si long que ça se joue assez vite. Oui, c'est 1h15, tout à fait. Ouais, on redécouvre complètement les jeux, heureusement qu'il y a eu ces stories, ces photos qui nous servent de pense-dette, parce que on a fait, pour vous donner une idée, plus de 50 jeux sur le week-end, avec de la fatigue et tout, donc au bout d'un moment, tu échanges et il y a des trucs qui se perdent. Mais Peace, Peace au début, donc jeu de pli de joueurs qui vient du Tokyo Game Market, jeu de pli très minimaliste,
6 cartes dans 4 couleurs. C'est catégorie du lane, ils appellent ça du lane trick-taking, c'est-à-dire que c'est des plis qui se font en ligne et on va se positionner sur différentes lignes pour le faire, un peu à la Shoten Totten, mais seulement que c'est pas ça, mais on va déstabiliser certaines lignes. C'est le cas de Lone Wolves que tu as là-bas, la Five Clans Conflict, qui est aussi un peu pareil. Les lanes, il y en a aussi, on considère ça aussi pour Seven Prophecies par exemple, ou l'autre que tu as... Icarus Club. Icarus Club. Oui, ça, en fait, c'est intéressant. On joue à un espace, j'annonce une couleur, je vais jouer du bleu sur cet emplacement-là. Si tu y vas aussi, tu dois jouer du bleu si tu en as, mais tu peux très bien aller jouer ailleurs. Et donc vider ta main de bleu pour que quand tu retournes à l'endroit où moi j'ai joué du bleu, tu n'en as plus à ce moment-là et tu peux être en renom, etc. Et puis après, il y a une dynamique très casse-tête d'enchaînement. C'est-à-dire que celui qui va jouer le plus à gauche de la ligne va définir la couleur du premier pli. Et après, le vainqueur de chaque pli définit la couleur du pli suivant. Mais c'est pas il définit, il le dit à ce moment-là, c'est la carte qu'il a jouée. Il n'a pas le choix. Détermine la couleur, il n'a pas le choix. Et donc tu peux te retrouver avec des réactions en chaîne où tu vas gagner tous les plis d'affilée. Et il va falloir être dans la même couleur et avoir une carte supérieure pour casser cette dynamique et reprendre la main. Ça fait penser un peu à du domino. Oui, il y a vraiment un effet domino. Exactement. On pousse sur le truc et puis après, ça déroule toute la ligne et on voit comment ça se déroule. Et au début, on n'a aucune idée de comment ça va se dérouler. Et quand tu as fait une manche, tu dis, ah ok, je vois le truc. Je vois un peu mieux. Après, on voit sur l'écran, il y a les petites beans, c'est les points positifs. C'est ça, il y a des positifs, des négatifs. C'est les points négatifs. Et donc, il faut essayer de gagner, perdre pour optimiser tout ça. Et c'est assez casse-tête. Au début, c'est complètement déstabilisant, on comprend pas trop. Il y a quand même quelque chose, c'est vraiment très obscur quand même, niche, au-delà de son aspect enfantin. C'est quand même très niche sur ce qu'on fait. Mais il faut le rejouer pour voir. Il faut le rejouer pour voir s'il n'y a pas un gros désavantage au premier joueur. Parce que quand on est premier, forcément, on donne l'opportunité à son adversaire de répondre. Et le deuxième joueur a beaucoup plus de contrôle sur qu'est-ce qu'il va jouer à quel endroit. Mais c'est aussi ce qui donne le côté un peu, ce feeling du prédateur avec la proie. C'est que le premier joueur, c'est la proie toute la partie. Et puis l'autre, c'est le prédateur qui se met derrière, qui est toujours en train de choper les culs. Donc c'est un peu asymétrique sans l'être. D'un certain côté, et puis après tu changes les rôles pour le tour d'après. Donc je trouve que ce côté, quand t'es la proie versus le prédateur, faut essayer de faire ton best. Tu sais que ton win rate c'est 10%, et il faut essayer de les faire ces 10%, parce qu'après tu vas passer de l'autre côté, tu vas être à 90%, et du coup t'as beaucoup plus de chances. T'as vu, je m'adapte. Je suis en Belgique, voilà. Mais le problème, c'est que ça se joue en 2 manches gagnantes, et comme si tu fais 3 manches, celui qui a été premier au début, il est premier 2 fois. Et ça peut être un problème. Maintenant, si tu fais découvrir le jeu, tu peux te mettre toi en premier joueur pour te donner une espèce d'handicap, etc. De toute façon, il faut le voir sur le long terme. C'est rapide à jouer. C'est assez minimaliste, c'est intéressant. En découverte, ça te casse la tête et il y a quelque chose. Et pour voir si c'est un excellent jeu, il faudra voir plusieurs parties, si le déséquilibre est vraiment gênant ou pas. Un meilleur jeu... moi je trouve un tout petit peu meilleur. Sumo, c'est du même éditeur, et j'ai un peu plus apprécié. C'est tout aussi minimaliste, c'est encore plus rapide, c'est des parties de 5 minutes mais j'ai trouvé un peu plus de bluff, un peu plus de trucs. J'ai préféré Sumo, qui d'ailleurs sort c'est un éditeur anglais ou américain, il sera disponible en import assez facilement si jamais vous... Ensuite on a joué à Compile, on s'est vraiment lancé dedans à corps perdu. On a déchiffré les règles ensemble, on s'est dit... Il y a Yoel qui me chauffait sur le Discord depuis une semaine pour le jouer, donc je l'ai vu sur ta pile, j'ai dit vas-y Boris, on y va, on va tester ça. Compile, c'est vraiment une sorte de bestiole en guerre. On va jouer dans 3 lignes différentes, on va essayer de gagner ces 3 lignes. Bestiole en guerre mixé avec un smash-up, parce que là où dans bestiole en guerre, certes il y a 3 couleurs de cartes, mais il y a la même pioche en commun pour les 2 joueurs. Là ici on va drafter en début de partie, comme dans un smash-up ou un champ d'honneur, 3 decks à la Gozwix aussi, un peu, qui ont des particularités qui te permettent soit de piocher, soit de détruire, etc. Exactement. On va les mélanger ensemble. Il y en a plein dans la boîte, il y en a une quinzaine, une douzaine, une quinzaine. Ça va nous donner des synergies et des effets. Et puis après c'est très simple, c'est à ton tour, tu joues une carte, t'appliques son effet. Les cartes ont aussi parfois des effets passifs qui sont
qui continuent à s'activer même après que tu les aies recouvertes. Tu peux jouer tes cartes face cachée, elles sont moins fortes, mais tu peux les mettre dans n'importe quelle ligne. Et on est comme ça dans une dynamique de ping-pong. De temps en temps, tu dois passer un tour pour repiocher, te donner un nouveau souffle. Et t'essayes d'atteindre, un peu comme dans un smash-up, une certaine valeur seuil. Quand t'as 10 sur une base, tu te mets en position de la gagner. Et si ton adversaire n'a pas la bonne tempo pour répliquer à ce moment-là, bah, tu la valides, on la remet à 0 et tu cherches à valider les autres bases. T'as aussi cette mécanique du jeton central quand tu contrôles deux zones qui te permet après de le dépenser à des moments pour réorganiser. Ça te donne un avantage de tempo qu'au début on n'a pas du tout compris. Et puis à la deuxième partie on a commencé à se dire ah, mais il y a ça, il y a ça. Donc il y a des idées quand même. Des bonnes idées. Bonnes idées, ouais. L'édition est ouf, les cartes sont incroyables. Faut aimer le style. Ouais, c'est un peu bling bling, hein, les cartes sont brillantes et tout, mais il y a une vraie qualité en tout cas dans... Qui coûte pas très cher. Ouais, c'est 25 balles. Sur goldenmeeple.be, vous pouvez avoir entre 25 et 30 euros. Mais Golden Meeple, c'est la boutique la moins chère. Voilà. Ailleurs, vous le trouverez à 35. et ouais, le jeu fait bien le taf dans sa catégorie. Un peu chaotique évidemment quand on découvre, parce qu'on sait pas ce qu'il y a dans notre faction, etc. Mais moi j'ai bien aimé les deux parties qu'on a faites, c'était tendu. Alors... Bon, moi, T'es plus mitigé ? Je suis peut-être un peu plus mitigé. J'ai pas mal réfléchi dessus depuis qu'on y a joué. Il manque de l'excitation sur ce jeu. Je trouve que l'espace décisionnel de ce que tu joues, il y en a quand même. Mais il manque ce côté... à Bestiole en guerre, il y a le bluff qui est incroyable, de mettre des cartes face cachée. Là, ici, je trouve que le côté mettre des cartes face cachée, il est... Je sais pas si c'est les factions, mais on a quasiment fait toutes les factions. Il n'y a pas ce côté, je mets une carte face cachée, et autant s'il la retourne, ça fait l'effet, et je lui mets un coup de La différence, c'est que quand tu retournes une carte, tu fais pas l'effet. Tu fais pas l'effet, donc les cartes face cachée, c'est plutôt juste un joker pour se mettre à un endroit, pour pouvoir faire les points qui te manquent. Mais en tout cas, j'ai pas trouvé de faction qui jouait vraiment avec les cartes face cachée. Là où Bestiole en guerre, c'est incroyable pour moi de bluff, de faire un sale coup, de mettre une carte face cachée et de se dire est-ce que l'autre il va la retourner, s'il la retourne ça lui pète à la figure. Je sais pas, j'ai moins retrouvé l'excitation dans ce jeu là que ce que j'ai dans un Bestiole en guerre. Mais je pense que on les compare parce qu'ils sont très comparables, mais la différence majeure c'est que dans Bestiole en guerre t'as 18 cartes et c'est tout. Donc au bout d'une manche, 2 manches tu les connais. Et tu peux les anticiper, etc. Et pour autant, il y a de la profondeur, il y a de la finesse. Hein. Je suis d'accord, moi je suis un peu moins client du jeu, mais je reconnais qu'il y a vraiment, ultra fan. Il y a vraiment quelque chose. Surtout du mode 2 contre 2. Surtout du 2 contre 2. Mais comme Pile, je pense que pour l'instant, ce qui aide pas, c'est qu'on découvrait encore les factions. Et je pense que c'est un jeu, avant de pouvoir avoir une méta où tu peux te dire, ok, là il essaie de faire ça, de ça, faut le poncer en fait. Ou alors, il faut vraiment prendre que les mêmes factions et vraiment les maîtriser, connaître leur deck, avant de passer à autre chose. Et nous, on a cherché un peu plus à découvrir le panel que le jeu a proposé. Mais à voir sur le long terme. J'ai bien apprécié, je retenterai l'expérience. Mais sans que ce soit la révélation. Moi, je préférerais quand même... Enfin, je sais que je l'achèterai pas personnellement et je sortirai... Parce que je sortirais tout le temps soit Gozooix, soit Bestiole en guerre. Ouais. Gozooix pour du plus expert, parce que Gozooix c'est quand même plus expert encore, je trouve. Oui, bien sûr. Et avec une sensation beaucoup plus excitante encore sur le truc. Soit un Bestiole en guerre pour un public un peu en dessous. Du coup, ce jeu qui se met un peu entre les deux, pour moi, il a moins sa place dans ma pratique, mais ça va plaire à certaines personnes. On le regarde, on se dit waouh, c'est vrai qu'on a joué à ça. On a joué à Yellow House. De Géonil, un auteur qu'on aime beaucoup, un auteur de jeux de pli, de joueurs ou de jeux de défausse en l'occurrence, avec une thématique qui claque, qui sort de l'espace. Donc c'est les débats entre Van Gogh et Gauguin. Moi j'en ai déjà parlé dans une vidéo La Pile, soit qui est déjà sortie, soit qui va sortir bientôt. Je te donne la parole. Que penses-tu de Yellow House ? Je pense que donc Géonil, c'est un auteur de jeu, c'est celui qui a fait Jekyll and Hyde. C'est un auteur de jeu spécialiste dans les jeux à deux qui est très mécompris, j'ai envie de dire, parce qu'il fait des jeux très obscurs. Il y a plein de gens qui passent complètement à côté. C'est très facile de passer complètement à côté, de se dire ce jeu il est éclaté au sol, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de stratégie. C'est arrivé à plusieurs personnes. C'est arrivé à beaucoup de reviewers à Vichy. Tout le monde est rentré en me disant Yellow House c'est nul, Yellow House c'est nul. On a fait 2 parties, on comprend pas du tout le jeu.
Et en fait, c'est vraiment un auteur qui s'apprécie. Il faut comprendre ce qu'il a voulu faire. Dans tous ces jeux, c'est des jeux qui sont beaucoup plus niches que ce qu'on penserait. Il mélange vraiment le trick-taking avec du shading un petit peu et de la tempo, du positionnement, de l'opportunité. Beaucoup de tempo. Donc c'est vraiment sa spécialité. C'est des jeux qui sont pas du tout accessibles au-delà de la thématique, mais pour moi c'est encore une masterclass comme tout ce qu'il a fait avant. Il y a peut-être un seul de ces jeux, c'est Phantom of the Opera que j'aime un peu moins que les autres, mais sinon tous les autres pour moi à 2 joueurs il faut vraiment comprendre comme un whisky tourbé complexe. Il faut arriver à comprendre ce qu'il a voulu dire. Mais c'était super, hein. C'est vraiment un super jeu. Je recommande de le tester peut-être avant de l'acheter pour s'assurer que Il est ça sur plaise. Board Game Arena, si vous voulez. Ah oui, ben voilà, c'est le meilleure chose à faire, c'est de le tester pour s'assurer. Et de pas s'arrêter à la première sensation, de vraiment aller creuser le jeu, parce qu'il y a vraiment des choses à découvrir. Je crois que je t'ai battu les 2 fois, non? La fois, là, Oui. on a fait qu'une partie, je sais plus. Oui. Mais 2 Moi, je suis fois d'un assez coup. mauvais. Et- J'en ai fait une dizaine de parties et je continue de découvrir des trucs, de comprendre des choses, alors que c'est hyper minimaliste, quoi. Il n'y a C'est pas de comme valeur sur les cartes. Hipparchus, il y a 4 cartes différentes. Dans Hipparchus, il y a 3 cartes différentes. Et avec ça, il arrive à faire un jeu hyper profond. C'est pour moi le tour de force. Et Ouais. fou. Mm. Complètement fou. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Ah, ouf, là, c'était moins bien, hein. Pareil. Hashtag Laurent Lecomte. Ouais, un conseil glané là aussi par Golden Meeple, mais on est passé à côté de ce jeu. Tether. Laurent, si tu nous regardes, coucou la recommandation. Voilà, Tether, un jeu autour d'une thématique d'astronaute qu'on doit ordonner dans des séquences croissantes. Il y en a un qui va jouer en horizontal, l'autre en vertical. Et là aussi, c'est très abscon. C'est vraiment difficile de comprendre où le jeu veut en venir. Il y a un truc de récupérer des cartes dans la rivière pour arriver à former sa séquence, en faire une grande d'un coup. Utiliser celle des autres. Ouais, les cartes ont deux côtés, hein, et tu peux les retourner. Elles sont à chaque fois l'inverse. Donc le 83 peut devenir un 38. Et si moi j'utilise le 83 en tant que 83, tu peux pas t'en servir en tant que 38, etc. Et peut-être que tu en avais besoin pour faire la connexion entre ton 37 et ton 39, etc. Mais on est passé à côté. Beaucoup de hasard dans la rivière. Complètement opportuniste. Ouais. Moi, j'ai pas réfléchi de la partie. J'avais 5, 6, 7, 8. Ouais. Et puis j'ai juste pioché jusqu'à tomber sur le 4 ou le 40 parce qu'il était pas sorti. Je me suis dit, il va finir par sortir. Il est sorti. J'ai mis tout ensemble. Ça fait déjà 6 points. Après, tu m'as devancé. J'ai pas réussi très bien à monter. compris. Ouais. Pas très très bien compris. Oui. Et là, je pense vraiment qu'il y a quelque chose. J'ai vu des reviews positives sur Internet. Mais s'il faut faire 5 parties du jeu avant de comprendre où il veut en venir, J'ai pas compris. on a déjà tellement de trucs à jouer que voilà, celui-là on va zapper. On va le passer. Mais je pense que c'est aussi qu'on est passé à côté d'un truc, quoi. Je t'ai fait essayer rapidement Space Base. On n'a pas terminé la partie, on allait manger, on allait aller manger. Voilà, pour moi dans les jeux comme ça, à la Catane, à la mini-ville, où tu lances des dés, il se passe des trucs. Tiny Epics, Tiny Epics, etc. Mais alors bien mieux. Pour moi, c'est un des meilleurs de sa catégorie. C'est fun, même si tout est drivé par les lancers de dés. Il y a du rythme. Si tu joues à 2, ça avance constamment. T'enrichis ton tableau. On n'a pas terminé la partie, mais si tu joues plus longtemps, il y a une sensation de montée en puissance complète. qui est malade. Et tu peux avoir des coups d'éclat où tu mises tout sur un truc, où si ce nombre-là sort, tu vas scorer 10 points de victoire d'un coup. En fin de partie, il y a ce truc de « Ok, j'ai mon moteur », tu peux entraver volontairement ton moteur pour te mettre un boost de points de victoire, mais alors tu te fermes certaines zones qui vont plus être activées et tout ça. Moi, je continue de beaucoup aimer ce jeu, et d'ailleurs, il a assez bonne presse. Ça m'a fait une super bonne impression. Il faut le prendre pour ce que c'est quand même un jeu avec du hasard, du lancer de dés, tu lances des dés pendant toute la partie, mais il y a quelque chose qui se passe. Ouais, excitant, de débloquer des combos, des bonus, de tomber sur les bonnes valeurs. Je trouve que c'est... Puis l'auteur, c'est John DeClair, il a quand même fait pas mal de super jeux, et vraiment une bonne pioche, ouais. Merci pour la découverte de celui-là. Oula, alors là, gros morceau.
problématique. On va te laisser parler. Algain Corporation, que vous avez vu dans ma vidéo sur les retours à chaud des scènes. Le principe d'un retour à chaud, c'est qu'on le fait après une partie. Et là, il y a une dégringolade. Cette partie d'Algain à 4 joueurs nous a fait vraiment un coup au moral, quoi, presque. C'était dur de se relancer après. Je vous invite à aller voir la vidéo précédente si vous voulez un pitch. On va se concentrer sur ce qui s'est passé pendant cette partie de ce jeu de Game Brewer, éditeur qui est en faillite, le jeu est pas facile à trouver, etc. Et la première partie m'avait énormément enthousiasmé, partie à 2 joueurs, de ce jeu extrêmement complexe, presque un Lacerda dans l'esprit. Où complètement, en termes de difficulté, on est sur du très haut. C'était quand même. 1h10 de règles, et on va se créer cette machinerie, il y a des asymétries dans les plateaux, etc. Quels ont été les problèmes de cette partie ? On voulait l'essayer à 4 joueurs avec Samuel, que vous connaissez, parce que on se dit le jeu peut devenir économique. On peut se piquer certaines algues, etc. Il peut y avoir vraiment une tension, une sensation de marché, etc. Oui, mais dans les faits, on débloque, on a très peu le temps de débloquer l'amélioration qui nous permet d'aller choper les algues des autres joueurs, et c'est anecdotique. C'est anecdotique. En tout cas, sur notre partie, parce que, en fait, le temps que ça arrive... Oui, encore une fois, on n'a fait qu'une seule partie à 4, mais on n'a pas non plus l'opportunité de playtester les trucs comme des malades. Hein, donc voilà. Sur notre partie, en tout cas, ça met tellement de temps de débloquer cette amélioration qui te permet d'aller piquer les algues de base des autres joueurs. Des fioles en plus. Que le temps que ça se fasse, l'autre il a plein de thunes. Et qu'est-ce qui se passe ? S'il a plus les algues, il va juste pouvoir payer de la thune pour racheter les algues. Donc ça n'a au final pas d'impact par rapport à l'investissement que c'est de jouer à 4 à ce jeu. On s'est dit, ça va donner des opportunités en plus pour les livraisons. Si vous vous rappelez de la vidéo précédente, on peut faire des livraisons sur le jeu, c'est le cœur du jeu, c'est comme ça qu'on fait des points. Et à 2 joueurs, donc l'idée c'est que tu peux repartir des endroits que les autres ont déjà livrés, sans surcoût. À 2 joueurs, bah, on va pas explorer toute la map. Ça va être difficile d'ouvrir certaines zones parce que bah, on ne peut sauter que sur les livraisons de l'autre, forcément. À 4, c'est la fête à la saucisse. Oui, tu peux aller partout, très très vite. Et du coup, bah, c'est bizarre parce que tu te retrouves beaucoup moins de tension sur les contrats. Tu peux vraiment faire un peu tout ce que tu veux. Donc, décevant là au-dessus. Et le problème principal... c'est le downtime. Ah oui. C'est un jeu où tu peux énormément être en analysis-paralysis. Ça peut aussi être fluide. Il y a des tours qui peuvent aller très vite. Ça arrive. Mais sur le tour de 3 personnes qui jouent après toi, oui, il y en a un qui va être fluide, peut-être 2, mais il suffit qu'il y en ait un qui rentre dans un truc où il doit calculer, machin. En plus, tu peux déclencher des tours où tu rejoues. Tu refais potentiellement la même action ou une autre action, tu peux changer la couleur des actions et tout, et t'as des tours d'1 quart d'heure. Et après, les autres peuvent commencer, une fois que t'as livré, tu peux planifier commencer à jouer quasiment quand t'as joué. Oui, tu peux faire ça, mais du coup, tu te désinvestis encore plus de ce que l'autre fait. Parce que s'il il est toujours en train de terminer son effet, toi tu commences déjà ton tour, t'en as plus rien à foutre. Et là, moi j'ai rien regardé de ce que les autres faisaient dans la partie. Bon, moi ça m'a pas trop plu. Je trouve qu'une des forces et des faiblesses en même temps, c'est l'ultra asymétrie des plateaux joueurs. C'est-à-dire vraiment le gameplay est complètement différent de toutes les entreprises. Il n'y a rien qui se ressemble d'un plateau à l'autre. Ouais. Absolument rien dans le gameplay. Il y en a Projet Gaïa, le truc. Où on fait les ressources en arrière, etc. Du coup, la fiche de joueur pour apprendre à jouer, elle fait 4 pages. L'aide de jeu par personne. Je veux dire, Nucleum, il y a une petite asymétrie, il y a chaque perso, il fait un peu des trucs différents, mais c'est largement compréhensible. En 5-10 minutes, on a à peu près compris son asymétrie par rapport aux autres. Là, non seulement l'explication des règles, mais après, tu as 30 minutes pour toi comprendre ton perso, comment il fonctionne, et si tu le fais pas, tu peux rentrer chez toi, tu fais rien. Donc tu as une asymétrie à la route, vraiment, à ce niveau-là, dans un jeu euro. Donc c'est cool si tu t'investis dans le jeu, mais si tu prends des nouveaux joueurs, c'est infernal de réexpliquer à chaque fois tous les persos, toutes les factions, etc. Pour moi, le jeu, il est insortable en fait. Insortable. Et dernier problème, et non des moindres, mais là, disclaimer, parce que peut-être qu'on a mal compris,
ta faction. Peut-être qu'il y a une règle à côté de laquelle on est passé, mais on a relu, on avait l'impression de faire tout bien. Peut-être que j'ai trop bien joué. Ton perso, ta faction était fumée. Fumée, ouais. T'avais une autoroute pour livrer les trucs, là où nous, ça nous prenait 3 actions d'amener des cubes du point A au point C. Toi, en une action, ça se faisait. Du coup, t'as tout livré, et à la fin, la manche 4, Sylvain a arrêté de jouer. Il a arrêté de jouer parce qu'il avait 50 points d'avance. J'avais le double de points de vous, je crois. Il avait envie que ça se termine, et honnêtement, on avait tous envie que ça se termine. Ouais, c'était un calvaire. Parce que on était à 2h30 de partie, mais avec 1h30 de règles avant, c'était dur. Et il y avait plus d'enjeu, parce qu'on savait complètement que t'avais gagné. On avait cette impression bizarre de se dire, ah, peut-être c'est un truc qu'on fait pas correctement. En même temps, on a relu toutes les règles. C'est impossible de rollback et machin. Donc vraiment, ce sentiment amer. Et donc voilà. Soit on est passé à côté d'un truc, ça paraît fou que le jeu soit déséquilibré à ce point-là, mais voilà. Mais alors si tu joues à 2 joueurs, avec tout le temps la même personne, et en ne prenant pas le plateau fumé, le jeu a plein de qualités. Et tu l'as dit plusieurs fois dans la partie, là tu restes sur ce ressenti négatif, mais t'as dit plusieurs fois dans la partie qu'il y avait des bonnes idées. Oui, c'est vrai qu'il y avait des bonnes idées, notamment celle que j'aime beaucoup, c'est le fait que, ça on peut quand même le mentionner, parce que c'est un truc de game design qui pourrait être utilisé dans d'autres jeux. Tu as des... quand tu vas faire des livraisons, tu vas pouvoir débloquer des revenus pour les tours suivants, comme un peu des jeux comme Nucleum, etc., où tu montes en puissance, plus tu fais des livraisons, plus tu montes en puissance. Great Western Trail, enfin il y en a plein. Ouais. Et là, en fait, ces revenus, tu vas pouvoir les sacrifier un moment pour rejouer un coup, une action que t'as faite. Et donc, tu as ce dilemme de se dire, bon, est-ce que c'est le moment de sacrifier mes revenus, donc de sacrifier du revenu pour le futur, en points de victoire et en argent, mais pour se dire, je fais cette action 2 fois. Et ça, je trouve que... Enfin, je ne l'ai pas vu dans d'autres jeux, et je trouve que c'est une mécanique qui... pour moi, c'est les seuls choix que j'avais dans ce jeu-là, c'était à ce moment-là. C'est de se dire, est-ce que je refais cette action 2 fois maintenant? Est-ce que je garde les revenus? C'était un des seuls endroits où il y avait vraiment des choix qui s'opéraient un petit peu sur le trajet des actions, mais ça, je pense que c'est un truc de game design qui pourrait se réutiliser dans des jeux experts, s'il y en a qui nous écoutent et qui bossent là-dessus. Je pense vraiment ça, c'est un truc qui est inédit et qui apporte beaucoup de choix. C'est tout bête, mais ça apporte beaucoup de choix, donc il y a quand même certains trucs, mais ça fait pas un jeu, quoi. Désolé pour la douche froide, c'est rare quand la première partie te donne une excellente impression et celle d'après t'en donne une très mauvaise. Franchement, ça arrive pas souvent, et je pense que ça dit quelque chose du côté atypique du jeu, d'à quel point il est très atypique. Il est fou quelque part. C'est fou qu'ils aient fait ce jeu-là, etc. Et toi, t'y reviendras pas. Moi, j'y reviendrai peut-être avec Samuel s'il le souhaite, mais on va continuer d'investiguer sur ce truc de potentiel déséquilibre de malade. Et moi, je continue à apprécier le jeu, mais je ne veux pas y jouer pendant 4 heures, et je ne veux plus y jouer à 4 joueurs. J'y jouerai à 2, éventuellement à 3, si c'est 3 personnes qui connaissent vraiment bien, parce que tu peux le jouer très fluide si tout le monde arrive à planifier, etc. Nous, on faisait nos coups très rapidement, parce qu'on avait déjà joué. Mais oui, il faut pas le faire découvrir à des gens, comme tu le disais. Donc, cas compliqué, ce Algae Inc. Il a fallu rebondir. Après Algae, il a fallu se donner du baume au cœur. Il a fallu... on pouvait pas en rester là. Alors qu'il était déjà à minuit. Certains, je pense 23 heures, certains auraient été se coucher. On ne pouvait pas en rester là. Et quand ça va pas, qu'est-ce qu'on fait? On fait du jeu de pli. Nine Lives de Taiki Shinzawa, que j'ai récupéré d'occasion sur tes conseils. À Romain-Bray. Et j'ai beaucoup aimé ce jeu. Très classique dans le feeling. Tu fais un pari en plaçant ton chat, ton petit chat en carton sur un tapis. C'est rigolo. Tu peux te mettre un peu à la loose où tu as le jeton +1. Tu peux te mettre entre 2 trucs, dire « Ah, je ferai 2 ou 3 plis », ou te dire « Ah, je ferai strictement 4 plis, quoi. » Mais le twist, c'est que si tu fais le tour du plateau, qui fait 4 cases, ça marche aussi. Donc si tu dis « Ah, je ferai strictement un pli », et qu'au final, t'en fais 5, comme t'as fait le tour du plateau, ça marche, tu respectes ton contrat. Après, c'est quoi? Il y a un atout. T'as quand même les cartes qui sont colorées. Oui. Donc tu vois les cartes. Ouais, c'est ça. Ça, c'est très important. Il faut dire quand même que l'auteur, c'est Taiki Shinzawa. Taiki Shinzawa, c'est l'auteur de Loose.
Donc il y a quand même Il y a un feeling à la louche. plein d'autres jeux. Il est souvent sur des jeux à pari, où on doit parier combien on va faire de plis, avec des petits twists en plus. Donc là, c'est pareil, les cartes sont colorées, donc on les voit derrière. Donc on voit s'il reste des atouts à l'adversaire. Pas mal de contrôle là-dedans. Dans Lutz. Et du coup, c'est ça qui donne le certain contrôle dans le pari, c'est de voir à peu près ce qu'ont les autres, d'estimer combien on va faire. Et puis, il y a quand même cette notion, moi, que j'aime bien, de ce que tu disais, c'est que si tu fais 6 paris, c'est comme si tu en avais fait 2, que tu peux, si quelqu'un te fait prendre trop de plis, à un moment, tu peux te dire, bon, bah, vous m'avez fait prendre trop de plis, vous essayez de me sortir, bah, je vais continuer à prendre des plis pour faire le tour et potentiellement refaire mon pari. Donc, je trouve que dans les jeux basiques, classiques de juste j'annonce un pari et j'essaye de le faire, pour moi c'est la référence. On oublie un twist très important, la personne qui gagne le pli récupère une carte dedans, mais pas la sienne. Je crois que tu l'avais dit. Ouais. Et ça fait un côté tempo qui est fou, parce que tout le monde n'a pas le même nombre de cartes en main en même temps, et dès que quelqu'un n'a plus de cartes, ça se termine. Donc si tu as fait un pari trop ambitieux, il y a des moments où tu dois faire quand même en sorte que les autres gagnent pour qu'ils récupèrent des cartes, sinon ça va se finir trop vite. Et puis t'as cette mécanique intéressante, que comme tu récupères une carte, ça te laisse le choix de soit récupérer une carte qui va être faible et hors couleur, et donc ça va te permettre, tu te dis avec cette carte là je vais pouvoir ne plus prendre de pli après, ou au contraire redevenir maître parce que tu as mis un 9, quelqu'un a lâché un 8 sec, et donc en récupérant le 8 de l'adversaire, tu peux le rejouer au tour d'après, tu sais qu'il est de nouveau maître pour le tour suivant. Donc je trouve qu'il y a aussi ce choix très intéressant de récupérer des cartes maîtres ou de les perdre. C'est une bonne pioche, c'est chez All Plays et c'est assez facilement trouvable. Golden Meeple, d'autres sites internet, voilà. Moi j'ai vraiment bien aimé. Rainbow, jeu de défausse que tu défends corps et âme. Qui s'est fait détruire par pas mal de monde dans la communauté des gens qui rentraient d'Essonne, et moi j'ai trouvé ça super bien, du coup je l'ai mis dans les bagages et j'ai voulu faire tester Boris pour avoir ton retour. Moi j'ai joué avec 2 groupes de joueurs qui ont adoré, et du coup Boris, tu vas peut-être en parler un peu. Ouais, j'ai beaucoup aimé. C'est pas évident de rentrer dedans, il faut comprendre. Ça m'a donné... C'est presque plus un jeu d'enchères qu'un jeu de défausse. Parce que à chaque tour, on va avoir autant de lots que le nombre de joueurs à récupérer. Les lots peuvent faire entre 12 points et 1 point. Les cartes vont juste de 1 à 6. Mais on a un côté un peu bac à sable dans ce qu'on peut faire. Tu peux jouer toujours une carte seule. Quelqu'un peut annoncer soit une paire, soit un set de cartes identiques, soit une suite. On t'explique les règles, même les gens comprennent pas. Il faut faire quelques tours de jeu pour que les gens comprennent. C'est pas parce qu'on n'aime pas les jeux de défausse ou les jeux de pli qu'on va pas aimer celui-là. Ah oui. Parce que moi, j'ai eu l'impression de jouer à Forcell. Oui. Ouais. J'ai eu l'impression de jouer à Forcell, qui est un jeu d'enchères dans la dynamique de là il faut être deuxième. Là, c'est pas important d'être premier, je m'en fous, je suis premier, je me garde pour après. Et avec aussi du tempo quand tu finis la partie et tout. Donc moi j'ai bien aimé. Si j'ai l'occasion de le prendre, je le prendrai. Coûte 10 balles. Mais oui, pas cher. Très abscon, impossible à pitcher, pas facile à expliquer. Mais comme la partie est rapide, si t'as pas compris la première, t'en refais une derrière. Et un jeu en tout cas intéressant, qui sort du lot. Pandaspin, dont j'ai déjà parlé quelques fois, en jeu de défausse de Karl Schödick, où tes cartes sont au départ côté blanc. Si tu perds lors d'une manche, elles vont retourner côté bleu, elles seront plus fortes. On a fait qu'une partie, je pense qu'il faudra en faire plus pour voir un peu. Je pense que le jeu est meilleur à 3 qu'à 4. Ouais, parce que il peut être... plus on est nombreux, plus il est chaotique. Je pense qu'il faut il est absolument un peu l'éviter à 5. T'as du mal d'avoir du contrôle sur ça. Je trouve que les idées de retourner les cartes, c'est assez intéressant. Ça te donne un puzzle un peu de ce que tu vas faire. Je trouve que le jeu manque d'épure. En termes de jeu, on sent un peu tu gagnes des points de victoire, il y a des trucs qui brûlent, il y a des éléments qui font un peu des trucs. Ouais, moi j'aime mieux les jeux un peu plus épurés, un peu plus ça japonais. On voit que c'est pas japonais. Mais c'est Schödick, le mec a fait Innovation, le mec a fait la gloire de Rome. C'est un mec qui fait des jeux qui partent dans tous les sens. Oui, et ça part dans tous les sens. Bam, tu peux faire un élément qui d'un coup fait que tu gagnes le pli, même contre un truc qui normalement était ingagnable. Tu peux faire des bombes qui reviennent, quelqu'un peut surenchérir avec une bombe. Tu peux attendre pendant longtemps et faire une sortie explosive après. C'est un jeu qui est bon dans
il se passe des choses, je trouve, il y a des retournements de situation, Mhm. mais je trouve que du coup c'est long, Ah, c'est long. c'est déjà long de faire une manche. Ça traîne en longueur des fois, les Tu fins de fais- notre tu- partie, tu elle fais traîne en longueur. à la 15-20 fin. minutes sur une manche et le jeu te dit jouez jusqu'à ce que vous soyez à 15 points. Et non. Au bout, quand t'as fait une manche, t'as envie de dire bah c'est bon, vas-y, on passe à autre chose quoi. Ou alors on en refait une, mais pas en comptant les points sur la durée, t'as pas envie, je trouve. Ouais, je vais le retester à 3 joueurs avec mon groupe de potes en Suisse. Il y a quelque chose, il y a quelque chose dans le Mais jeu. je sais pas si je vais le garder. En tout cas, cette première impression m'a pas donné envie de le garder. Mais voilà, à retester, à voir un petit peu, il y a quand même à creuser. Mais la première impression, moi, c'est un peu trop fouillis pour moi, pour le jeu. C'est dommage, la DA est magnifique. Les cartes sont Les cartes sont splendides. superbes avec de l'holo, des trucs derrière. Ça, c'est incroyable. La version Kickstarter, elle claque à mort. Ouais. Il était tard et on a eu la très mauvaise idée de vouloir jouer à Polaris, ce jeu de Simone Luciani, avec le co-auteur, avec pour co-auteur Andrea Manini qui a fait Orion Duel notamment. C'est donc un mix entre un jeu abstrait et un jeu avec un scoring à la barrage où 5 manches, 5 façons de scorer, des points négatifs si tu te loupes, etc. J'en ai déjà parlé, deuxième partie à 3 joueurs qui a continué de me plaire. Sylvain, t'étais trop fatigué pour ce jeu. Ouais, moi, 3h du matin, comme ça, un jeu abstrait. C'est presque un Eurogame abstrait, il y a un côté comme ça. En Mais tout cas, ouais, y a- très puzzle, mais une interaction sur le très, placement. très bonnes idées sur le jeu. C'est agréable d'avoir un jeu abstrait qui se joue bien à plus de 2, Oui. qui est vraiment. Voilà. Avec Samuel, on a préféré la configuration à 3. Ouais. Ce qui est particulier, c'est que ça soit 2, 3 et à mon avis 4, c'est pareil. Comme la durée des manches dépend des cartes qu'on va jouer dans la rivière, si elles ont un certain symbole ou pas, ben ça s'échelonne très bien en fait. Je Mhm. pense que la durée de partie est pareille. Ouais, non, c'est une bonne pioche. Vraiment super jeu. Pour ceux qui aiment bien le style comme ça, c'est vraiment cool. Très bon jeu. Je pense, voilà, faut aimer les casse-têtes abstraits. Hein. Donc voilà un jour 1 qui s'est terminé là-dessus. Oh les gars, oh, oh, vous allez vous calmer maintenant. C'est quoi cette vidéo là? Ça fait déjà 50 minutes que vous parlez, on est à peine au jour 1. Vous allez me faire le plaisir de fermer vos gueules. On va arrêter là pour aujourd'hui, on va découper en 3 vidéos. Non mais ça va bien, oui? C'est qui le patron du jeu ici? Allez, jouez bien par chez vous, bla bla bla. À la prochaine pour la suite du débrief du marathon. C'est tout. J'ai acheté un piano, j'ai pas le temps d'en jouer. Zébru a dit. Mais c'est mon jour de congé et j'ai fini la vaisselle. Pourquoi pas vider mes tripes entre midi et 2? Ça fait tout juste 2 ans que tout est dans ma cervelle. Pourquoi pas créer? Enlever mes souliers, poser mes bagages, faire sauter le bar.